Nous sommes en décembre 1943. L'opération Fortitude, le grand plan des Alliés pour tromper les puissances de l'Axe sur le lieu du débarquement du jour J, bat son plein. Au centre de cette campagne de désinformation était un groupe d'espions marginaux, une playgirl péruvienne bisexuelle, un petit pilote de chasse polonais, une Française imprévisible, un séducteur serbe et un Espagnol excentrique diplômé en aviculture, selon Ben McIntyre. La Française imprévisible était Nathalie Sergeyev, née en Russie. Connue sous le nom de Lily, elle a servi comme agent double en travaillant à la fois pour l'Abwehr allemande et le renseignement militaire britannique, le Military Intelligence 5. Bien qu'il ait contribué à l'effort de guerre, son héritage a été éclipsé par un incident avec son chien Babs. Aujourd'hui, pour la première fois, l'auteur Peter Winnington a écrit une biographie sur la vie de la courageuse 5e espionne du jour J et qui raconte le côté personnel de l'histoire compliquée de Lily. Voici donc l'histoire de Lily Sergeyev, l'espionne oubliée du jour J. Merci à Peter Winnington et à Pen & Sword Books pour l'exemplaire du nouveau livre de Peter, Nom de code trésor, sur la vie de l'espionne du jour J, Lily Sergeyev. Cette vidéo est en grande partie basée sur le contenu du livre de Peter, qu'il a soigneusement élaboré en se référant à des documents sources originaux comprenant le journal intime de Lily, ses lettres, ainsi que ses croquis et peintures. L'histoire de Lily dépasse cette vidéo. Je vous invite à suivre le lien en description pour acheter le nouvel ouvrage de Peter. Les parents de Nathalie, Sergei et Marie étaient issus de milieux bourgeois aisés. Ils avaient un appartement à Saint-Pétersbourg et un domaine familial près de Koursk, à 600 km au sud. Nathalie, ou Lily comme on l'appelait toujours, est née le 25 janvier 1912. Les parents de Lily voulaient un garçon, mais malgré ses cheveux blonds et ses yeux bleus, Lily n'a jamais été très féminine. La sœur de Lily, Mary, surnommée Moose, est née 2 ans après, en 1914. Les deux filles étaient très différentes. Moose était facile à vivre et docile, contrairement à sa sœur aînée, indépendante, espiègle et têtue. La famille Sergeyev a traversé la Première Guerre mondiale sans grand dommage. Sergeyev a évité la conscription et Lily et Moose et Hanson étaient trop jeunes pour que Marie fasse du bénévolat hors du foyer. En 1916, la fortune familiale a chuté après le cambriolage de leur appartement de Saint-Pétersbourg par des voleurs aidés par la femme de chambre. La perte des objets précieux n'était qu'un prélude au bouleversement que les Sergeyev allaient subir avec la révolution russe de 1917. Le soulèvement bolchevique de février 1917 a poussé la famille de Lily à fuir l'agitation de Saint-Pétersbourg pour se réfugier dans le calme de leur domaine à la campagne. Mais Sergueï et Maria auraient eu raison de quitter la Russie, car en tant que membres de la classe bourgeoise, ils étaient des cibles privilégiées pour les bolcheviks. Les parents de Lily sont repartis à Saint-Pétersbourg, laissant Lily et Moose chez leur grand-mère, tante Tatia. Le coup d'État du 7 novembre, appelé la Révolution d'octobre, a vu Sergueï arrêté par la police secrète russe. Sergueï et Maria ont heureusement réussi à négocier sa libération et ont rapidement retrouvé leur fille à Koursk. La famille n'était cependant pas hors de danger, Lily et Moose s'étant séparés de leurs parents à plusieurs reprises dans leur tentative désespérée de devancer les bolcheviks en marche et de fuir la Russie. En voyageant vers la Turquie, le long de la côte de la mer Noire, la famille a finalement réussi à quitter la Russie et est arrivée à Marseille, en France, en août 1920. Ils se sont installés à Paris, l'épicentre culturel de la France, une ville dans laquelle ils avaient des relations et de la famille. La famille a retrouvé une vie sans rapport avec la terreur de la révolution bolchevique. L'éducation des deux jeunes filles était primordiale, et en 1924, Lily et Moose étaient inscrites dans une école prestigieuse de couvent à Paris-l'Assomption. Là-bas, Lily a montré un talent artistique évident, ce qui l'a ensuite poussée à intégrer une école d'art privée. L'adolescence de Lily fut marquée par le favoritisme évident de sa mère envers Moose, la plus jolie sœur. Les finances de la famille commencèrent également à diminuer, obligeant Sergueï à acheter et vendre des véhicules de luxe d'occasion et Maria à se lancer dans la vente de vêtements pour femmes.
L'argent gagné ne suffisait pas à permettre à Lily de poursuivre sa formation dans son école d'art privée. Elle dut quitter l'école en 1932 et passa ses journées à étudier seule au Louvre ou à faire des tâches ménagères chez elle. Après un an à la maison à remplir ses tâches, Lily se sentit ennuyée et insatisfaite. En 1933, inspirée par le mouvement de jeunesse, Vanda Vogel, Lily Sergeyev, 21 ans, entreprit un incroyable voyage à pied de 1400 km pour découvrir les galeries d'art célèbres de Berlin et Varsovie. Munie de son matériel de peinture, d'un sac à dos et de solides chaussures, Lily prit la route. Elle touchait une petite allocation de ses parents dans divers bureaux de poste sur la route, mais ses moyens limités l'obligèrent à apprendre à marchander, une compétence utile plus tard. Après sa longue randonnée à Berlin, Lily fut charmée par la gentillesse et la discipline du peuple allemand. Elle fut aussi alarmée par l'arrivée d'Adolf Hitler comme chancelier et la militarisation du pays ainsi que sa préparation à la guerre. À Berlin, Lily rencontra Félix Dassel. Letton de naissance, il avait des liens avec la Russie mais travaillait comme journaliste pour l'un des grands journaux allemands de l'époque. Lily ignorait alors tout de sa vie secrète en tant qu'agent recruteur pour les services de renseignement allemands, l'Abwehr. Lily s'est lancée dans le journalisme, qui payait plus facilement les factures que la vente des tableaux, croquis et caricatures qu'elle réalisait lors de ses voyages. Elle écrivait pour un quotidien allemand et ses articles sont vite passés de l'art et de la culture à la politique et aux gens, alors qu'elle naviguait dans les hauts troubles de la politique allemande des années 30. En septembre 1933, Lily obtint une accréditation de presse pour le procès des 5 hommes accusés d'avoir incendié le Reichstag 4 semaines après l'investiture d'Hitler comme chancelier. Elle réussit plutôt à avoir sa première altercation avec des membres de la Gestapo. Lorsqu'elle tenta d'entrer dans la salle d'audience, elle fut arrêtée et emmenée à la désormais tristement célèbre prison d'Alexandre-Platt pour y être interrogée. Lors de son interrogatoire, Lily resta indifférente au danger. Ses réponses étaient sarcastiques et drôles. Ses interrogateurs, déconcertés, durent la relâcher après qu'elle eut présenté un article de son ami Félix Dassel comme preuve de sa bonne foi. Cela n'arriva qu'après qu'elle ait passé 2 nuits détenue et expérimenté la vie de prisonnière nazie. Après sa libération, Lily décida de quitter l'Allemagne pour poursuivre son voyage vers Varsovie. En franchissant la frontière polonaise, Lily découvrit une communauté juive florissante, contrastant fortement avec l'invisibilité des Juifs en Allemagne nazie à cette époque. Lily poursuit sa route, parcourant à pied des centaines de kilomètres jusqu'à Varsovie. Elle passa de la marche au vélo, rejoignit la Lettonie, traversa la Baltique jusqu'en Suède, puis parcourut le Danemark, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, avant de revenir en France en 1934. À son retour à Paris, elle exposa son art dans une galerie privée. Sa collection de paysages, portraits et caricatures de voyage appréciés ne connut que des ventes modestes. Lily planifia rapidement une nouvelle expédition à vélo, cette fois avec son amie et collègue artiste Geneviève Dandre. Elles réussirent à obtenir un contrat de sponsoring auprès d'un magasin de sport, recevant 2 vélos Lucifer pour hommes en échange de la promotion de la marque pendant leur voyage. À l'époque, les femmes portaient eux des jupes fendues pour mieux conduire les vélos pour hommes, choisis pour leur robustesse et légèreté. Partant le 9 juin 1934, leur objectif était d'explorer les capitales européennes. Leur première destination était Berlin, où elles arrivèrent pendant la nuit des longs couteaux. Malgré les tensions politiques, elles explorèrent tant la ville 1 mois avant de partir vers le sud. En traversant la Tchécoslovaquie et Prague, la nouvelle de leur voyage se répandit avant leur arrivée. À leur arrivée à Vienne, Lily et Geneviève furent chaleureusement accueillies par de nombreux sympathisants. La suite de leur voyage les conduisit en Yougoslavie, où elles virent pour la première fois les hautes clôtures d'un camp de concentration nazi. Ce fut une expérience bouleversante au cours d'un voyage par ailleurs joyeux. Le duo poursuivit sa route vers Belgrade. Là, Lily espérait rencontrer le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, lié à elle par son grand-père. Mais ses espoirs furent détruits, car le roi Alexandre fut assassiné lors d'une visite d'État en France le 9 octobre 1934.
Bien qu'elle n'ait pas réussi à obtenir un entretien avec le roi, elle a ensuite interviewé Hermann Göring, l'une des figures les plus puissantes du parti nazi. Journaliste, Lily se faisait un nom en parcourant l'Europe pour interviewer des personnalités influentes et écrire pour Le Jour et Le Petit Journal. Pourtant, tout n'allait pas bien pour Lily. En 1936, elle souffrit de vives douleurs qu'elle découvrit plus tard causées par des calculs rénaux et une insuffisance rénale naissante. Elle vécut le pire de sa maladie non diagnostiquée à l'été 1937, mais cette affection la tourmenta toute sa vie. Fin 1936, Lily fut contactée par son vieil ami et collègue journaliste Félix Dassel. Il offrit à Lily 2000 francs, mensuels tout compris, pour aller en Tchécoslovaquie observer la situation et évaluer l'opinion. À son retour, Lily devait transmettre ces informations à Félix pour son article. Elle accepta cette offre sans se rendre compte à ce moment-là qu'elle était en train d'être préparée à espionner pour les nazis. Au cours du premier semestre de 1937, Félix révéla enfin à Lily qu'il recrutait des agents pour le compte de l'Abwehr et l'invita officiellement à travailler pour eux. Elle refusa l'invitation, expliquant qu'elle prévoyait que travailler pour les nazis serait au détriment de sa chère France. À la place et inspirée par le pionnier français de l'aviation Maris Hiltz, elle décida de se lancer dans une nouvelle aventure à travers le pays, cette fois en faisant du vélo de Paris à Saïgon. Lily réussit de nouveau à obtenir un sponsor pour son voyage, cette fois-ci du fabricant de vélos Caminade. La société française, célèbre pour ses vélos en alliage de duraluman ultra léger, offrit à Lily un modèle caminageant haute performance. Lily, désormais figure familière des médias français, partit pour son voyage le 23 septembre 1938 entourée de fanfares et d'une garde d'honneur. Comme avant, son voyage fut marqué par des aventures éprouvantes et des conditions météorologiques traîtresses. Après des centaines de kilomètres à l'est à travers l'Europe, Lily arriva dans un village monténégrin. Au poste de police local, la police lui offre gentiment nourriture, vêtements propres et un lieu pour dormir. En repartant le lendemain sur des routes goudronnées et escarpées, Lily eut un grave accident en descendant à près de 50 km à l'heure. Un groupe d'ânes et de poneys chargés de bois était conduit en sens inverse sur la pente raide. Elles étaient entrées en collision frontale avec un âne alors qu'elle allait à une vitesse folle. Lily a perdu connaissance en chutant et son vélo a été gravement endommagé. L'impact a été si violent que l'âne est mort. Les hommes qui conduisaient les ensomment les animaux se sont enfuis, pensant que Lily était morte avec leur âne. Lorsqu'elle a repris connaissance, Lily a miraculeusement pu parcourir encore 240 km jusqu'à Salonique sur son vélo endommagé. Là-bas, elle s'est rétablie et a réparé son vélo après avoir reçu des pièces de rechange de Caminade. Lily était assez rétablie pour reprendre son voyage le 11 janvier 1939. Elle partait pour la Turquie, un pays dont on l'avait mise en garde. Malgré une rencontre avec un douanier déterminé à confisquer sa bicyclette, elle finit par arriver à Ankara, où elle fut accueillie par une foule locale chaleureuse. Quitter la Turquie fut une toute autre histoire, les autorités lui interdisant de partir à vélo en raison de la situation politique tendue qui se développait alors dans le pays. Mais Lily était résolue. Elle a choisi un itinéraire détourné traversant des zones désertes pour éviter la police. Pour échapper aux autorités, elle a discrètement quitté Ankara en train grâce à ses amis. Munie d'une carte et de son sens de l'orientation, elle a entrepris un voyage difficile à travers la steppe et le désert, poursuivie par la police. Dormir à la belle étoile, se perdre, être poursuivi par des chiens et traverser un canal à fort courant en portant son vélo n'étaient avant que quelques-uns des obstacles qu'elle a à affronter. La poursuite a pris fin lorsque les autorités l'ont rattrapée au pied des monts Taurus. Elle a été escortée jusqu'à Ereğli-Konya. Après avoir insisté pour récupérer ses lettres et colis au bureau de poste, elle a accepté de prendre le train jusqu'à la gare proche de la frontière syrienne. Lily prévoyait alors de traverser la Syrie à cheval et de longer l'Euphrate jusqu'en Irak. À la fin du mois de juin, elle atteignit la ville côtière méditerranéenne de Latakie.
Elle poursuivit jusqu'à Tripoli où elle prit une photo joyeuse avant d'aller à Alep, en Syrie. Son projet de partir à Bagdad fut interrompu le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne et l'Union soviétique envahirent la Pologne. 2 jours après, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne, débutant la Seconde Guerre mondiale. L'administration française en Syrie empêche Lily de voyager. Son voyage vers Saïgon ayant été interrompu, elle avait déjà parcouru près de 6000 km depuis Paris. De retour à Beyrouth, Lily, qui était déjà venue, se retrouva coincée. Elle s'intégra rapidement à la communauté francophone et, inspirée par le service de sa tante pendant la Première Guerre mondiale, choisit de servir comme infirmière. Elle suivit rapidement un court stage avec la Croix-Rouge locale et commença à travailler comme infirmière dès mars 1940, choisissant le devoir et le service au milieu du bouleversement mondial de la guerre. C'est à cette époque que Lily connut son premier amour avec un jeune Français nommé Jean. Le couple se fiança rapidement, mais Jean dut rejoindre l'armée française. Malgré son amour profond, Lily, découragée par l'attitude de Jean après son retour du service, rompit leurs fiançailles. Des années plus tard, en janvier 1944, Lily canalisa son tourment émotionnel dans un récit romancé de son histoire d'amour intitulé Fragment d'une vie. Les animaux de compagnie occupaient une place particulière dans le cœur de Lily, en particulier les chiens. Cependant, ce n'est qu'à son séjour à Beyrouth qu'elle put adopter un chien qu'elle nomma Babs. C'était un croisé caniche terrier plein de vie qui devint son confident et son compagnon constant. La dévotion de Lily envers Babs la poussa à proférer plus tard une menace irrationnelle, ternissant durablement son héritage. La réaction de Lily en apprenant la reddition de la France aux nazis fut un profond incrédulité. Un esprit rebelle et un amour de la liberté, ancrés depuis l'enfance, ont nourri sa réaction. L'idée d'un Paris occupé par les nazis, de voir les uniformes gris de l'armée allemande envahir les rues animées de la ville, était inimaginable et intolérable. Motivée par l'idée que ceux qui étaient prêts à se battre étaient forcés de se rendre par le gouvernement de Vichy collaborateur, Lily s'est interrogée sur la manière dont elle pouvait contribuer à la résistance. Sa détermination l'a menée à une solution surprenante, mais en même temps quelque peu familière. Elle allait devenir espionne. L'idée ne lui était pas étrangère. Soupçonnée d'espionnage par les nazis en 1933, elle fut arrêtée par la Gestapo puis courtisée par l'Abwehr. Lily décida qu'elle deviendrait un agent double. Elle voulait être formée comme espionne par les Allemands et envoyée en Angleterre pour travailler au renseignement militaire britannique. Malgré les dangers, elle releva le défi, prête à risquer sa vie pour aider à la libération de la France de ses oppresseurs. Lily quitta Beyrouth en novembre 1940 pour infiltrer les nazis comme espionne, aidée par sa connexion avec Félix Dassel. De retour à Paris, elle a sondé Félix en lui proposant ses services à l'Abwehr. Elle patienta en travaillant comme infirmière de bloc opératoire, observant l'environnement en temps de guerre. Félix a été convaincu et Lily a accepté de devenir informatrice en Syrie, signalant les mouvements de troupes entre la Palestine et la Turquie. Elle s'est rendue à Berlin et pendant son séjour, on lui a enseigné l'art de la communication secrète, y compris l'utilisation de l'encre invisible. De retour à Paris, elle a rencontré son nouveau responsable, un mystérieux von Winter. Ses responsables restaient indécis sur son affectation. De plus en plus frustrée, Lily décida de prendre son destin en main. Pour être une agente double efficace, elle devait travailler pour les Britanniques. Lily élabora donc ingénieusement un plan pour se rendre à Londres. Elle proposa de se rendre d'abord à Lisbonne sous prétexte de rendre visite à des proches, puis de rejoindre l'Angleterre sous couvert de s'engager dans la cause alliée. Von Winter et ses supérieurs furent convaincus. Lily partirait en Angleterre. À Paris, Lily devait à la fois tromper les nazis et éviter d'être vue comme collaboratrice. Son unique compagnon durant cette période difficile était son chien, Babs. En octobre 1941, von Winter fut remplacé de façon inattendue par le major Emil Kliman, avec qui Lily dut reprendre sa formation et ses négociations. L'approche laxiste de Kliman et ses retards fréquents aux réunions se révélèrent frustrants pour Lily, qui était impatiente de commencer. En novembre 1942, les troupes allemandes occupèrent la France de Vichy. Le contrôle renforcé aux frontières françaises compliqua davantage les voyages vers l'Angleterre.
La bureaucratie qu'elle a affrontée pour obtenir ses papiers de voyage rappelait la quête d'Astérix et Obélix pour un laissez-passer dans les 12 travaux. Lily a finalement eu les autorisations pour aller en Angleterre. Au printemps 1943, Lily a suivi un entraînement intensif. Elle a appris le code Morse, la radio, la géographie stratégique de la Grande-Bretagne et d'autres compétences de terrain. La couverture de Lily devait être qu'elle était une réfugiée ayant fui l'Espagne pour gagner sa liberté et servir les Alliés dans la lutte pour libérer la France. Comme il est ironique que ce soit en réalité sa véritable mission. Peu avant son départ, Lily visita une amie qui, par son réseau, lui remit une carte pour une connaissance à l'ambassade des États-Unis à Madrid, en cas de besoin. Pour maintenir sa couverture, Kliman prévoyait de simuler une descente de la Gestapo dans l'appartement de Lily dès son arrivée réussie en Angleterre. Ses parents devaient également être interrogés. Bien que Kliman dise à Lily que c'était pour sauver les apparences, elle savait que ses parents resteraient otages jusqu'à son retour en Allemagne. À la veille de son départ, Lily prit le nom de code Solange. Kliman devint Octave. Les Anglais décodaient déjà tous les messages de l'Abwehr et savaient à l'avance l'arrivée de Lily, sans que Lily ni son agent allemand ne le sachent. Le 23 juin 1943, Lily commença son voyage vers l'Espagne avec 2 valises et Babs à ses côtés. À Madrid, Lily informa un agent local de l'Abwehr de son arrivée. Malgré les instructions de Clément d'attendre d'être au Portugal pour demander son visa britannique, elle se rendit aussitôt au consulat pour commencer sa demande. Elle finit par passer plusieurs mois à Madrid en attendant que les formalités de ses documents de voyage et d'autres dispositions pour sa mission clandestine soient finalisées. Pour s'occuper, elle a pratiqué la natation, appris l'espagnol et passé du temps dans les galeries à admirer Goya et le Gréco. Lily, désormais prête pour une phase plus risquée de sa mission secrète, décida de contacter les autorités britanniques. Elle le fit en présentant la carte qu'on lui avait donnée à l'homme travaillant à l'ambassade des États-Unis. Elle remit la carte nerveusement et partit sans un mot. Quelques jours plus tard, elle eut le courage de retourner à l'ambassade des États-Unis. Cette fois, elle parla à l'homme, lui révélant qu'elle avait été envoyée par l'Abwehr et qu'elle devait entrer en contact avec les Britanniques. L'homme lui dit qu'il informerait son homologue britannique et qu'elle devrait bientôt recevoir un appel téléphonique. Elle reçut l'appel le vendredi matin et fut invitée au consulat britannique. Là, elle fut présentée à Kenneth Benton, un officier du contre-espionnage britannique. N'ayant que quelques années de plus que Lily, il ne lui dit pas que le Military Intelligence 5 attendait son arrivée depuis longtemps. Lors de leurs premiers entretiens, Lily impressionna Kenneth Benton par son authenticité et sa franchise. Si les Allemands faisaient vraiment totalement confiance à Lily, elle vaudrait de l'or pour les Britanniques. L'histoire de Lily vérifiée, elle accepta vite de collaborer avec les Britanniques. Lily recevait désormais des ordres à la fois des Britanniques et des Allemands, et elle était impatiente de commencer à travailler comme agent double. Contrairement à beaucoup d'autres espions, Lily ne se préoccupait pas de la rémunération qu'elle recevrait de ses nouveaux maîtres espions. Habituée à une vie frugale, elle se satisfaisait du minimum pour s'en sortir. Pour Lily, l'essentiel était de rester avec sa chère Babs. La relation avec sa compagne canine était la seule vraiment honnête qu'elle avait à ce moment-là, et elle comptait sur Babs pour supporter le fardeau psychologique de changer constamment de rôle et de personnalité. Son problème était que les Britanniques, pour éradiquer la rage, imposaient 6 mois de quarantaine à tous les animaux entrant dans le pays. Lily ne supportait pas l'idée d'être séparée de sa Babs si longtemps. Sa seule demande à Benton était qu'une exemption de quarantaine soit accordée pour Babs. Benton, bien qu'il n'ait fait aucune promesse ferme, lui assura qu'il ferait tout son possible. Clément est allé en Espagne pour un dernier briefing avec Lily dans une planque secrète. Malgré la pression sur ses nerfs, elle réussit à garder son sang-froid, mémorisant les détails importants de la planque où elle avait été emmenée, ce qui lui permit plus tard d'en indiquer l'emplacement aux Britanniques. Après avoir reçu les dernières instructions et la formation nécessaire, il était temps pour Lily de se rendre à Londres. Le voyage de Lily fut aussi décevant et mal géré par les autorités britanniques qu'on pouvait l'imaginer.
Malgré les assurances, aucune mesure n'avait été prise pour Babs, et Lily dut le laisser en quarantaine temporaire à Gibraltar. Elle réussit à convaincre un pilote américain de faire traverser Babs en Angleterre pour elle à une date ultérieure, mais comme nous le verrons malheureusement, cela n'arriva jamais. De plus, l'organisation de ses papiers de voyage fut bâclée, et Lily ne reçut les documents nécessaires du consulat britannique en Espagne qu'après de nombreuses protestations. Elle réussit néanmoins à poursuivre son voyage en passant par Gibraltar. Lily fut aussitôt troublée par ses échanges avec ses nouveaux maîtres espions britanniques. Le premier agent du Military Intelligence, 5 qu'elle rencontra à Gibraltar, lui donna un faux passeport au nom de Dorothy Tremaine. Les agents britanniques sur de l'autre côté s'attendaient à ce que Lily voyage sous son vrai nom, et ils soumirent donc Lily à un interrogatoire intense après son arrivée à l'aéroport de Bristol le 6 novembre 1943. Une fois la confusion sur la véritable identité de Lily finalement résolue, elle fut escortée de l'aéroport à Londres par une policière plutôt revêche, puis hébergée dans un centre d'accueil londonien. Sans que Lily le sache, elle avait été envoyée à Nightingale Lane, un lieu destiné à retenir les femmes entrant en Grande-Bretagne jusqu'à leur contrôle. Durant 5 jours et demi, Lily fut interrogée par son agente référente Mary Scherer et le capitaine R. H. Osborne. Lily raconte sa vie et ses voyages depuis son départ pour Varsovie en 1933. Lily était franche et assurée, et en fournissant des portraits méticuleux de divers agents de l'Abwehr, elle prouva rapidement qu'elle était une source précieuse de renseignements. Après la fin de son interrogatoire, Lily reçut une nouvelle inquiétante. Scherer annonce à Lily que Babs ne pourra finalement pas venir en Angleterre. Lily considéra cela comme une trahison, et ce fut un présage des futurs conflits entre Lily et ses responsables britanniques. Lily avait du mal à s'identifier aux Britanniques, les trouvant généralement peu amicaux et leur attitude envers la guerre très différente de celle de ses compatriotes dans la France occupée. Leur approche était méthodique, sans la passion ni le désir qu'elle voyait chez les Français voulant désespérément leur liberté. Elle choisit malgré tout d'ignorer ces différends pour sa mission. Lily fut transférée dans un appartement à Kensington. À peine installée, elle fut présentée au colonel Thomas Robertson, du Military Intelligence, 5, qui lui dévoila l'importance de son rôle dans la guerre. Les Alliés savaient depuis longtemps qu'ils devaient ouvrir un front occidental pour vaincre les Allemands. La mission de Lily faisait partie de l'opération Fortitude, qui visait à tromper les nazis en leur faisant croire que l'invasion alliée aurait lieu dans le Pas-de-Calais, alors que le véritable débarquement se déroulerait en Normandie. Lily, avec 4 autres espions alliés recrutés avant elle, devait transmettre de fausses informations à Clément. Ces espions étaient les principaux acteurs du système double cross du Military Intelligence, 5 supervisés par le comité 20 dans le cadre d'une vaste opération de tromperie. Lily recevait ses instructions de Mary Scherer via le comité, qu'elle relayait ensuite aux Allemands par Clément. Les Alliés ont pleinement investi l'opération Fortitude, créant une armée fictive avec de faux généraux, avions et barges de débarquement. Cette grande tromperie, si elle réussissait, garantirait qu'une partie importante des forces allemandes serait occupée ailleurs pendant le véritable débarquement qui commencerait en Normandie. Le nom de code de Lily, choisi par Scherer, était Trésor. Ce nom a été choisi car Lily avait une grande valeur pour les Alliés. Elle bénéficiait de la totale confiance des Allemands qui croyaient tout ce qu'elle leur transmettait. Lily fut mise au travail immédiatement, envoyant des messages codés par courrier sur les instructions de Mary Scherer à Clément via l'Espagne et la Suède. Un travail de bureau n'était pas exactement ce que Lily avait imaginé pour elle-même lorsqu'elle s'était engagée, mais elle s'est investie pleinement dans son travail. Scherer s'est occupé de créer un itinéraire de voyage fictif à travers la Grande-Bretagne ainsi qu'un planning de rendez-vous pour Lily. Cela donnait à Lily le contexte nécessaire pour les informations concernant les effectifs, les mouvements et les plans des troupes qu'elle transmettait à ses agents traitants. Dans le cadre de tout cela, Lily a repris contact avec sa nourrice d'enfance, Mary Coat, et s'est rendue à Bristol pour lui rendre visite. En décembre 1943, Lily est tombée malade lors d'une visite à Mary Coat et Teddy. Au début, elle avait des symptômes grippaux, mais son état a vite empiré, ses fièvres entraînant désorientation et hallucinations. Bien que sa santé se soit dégradée, elle a poursuivi son travail crucial en codant des messages pour Cara, partie à Bristol pour cela.
Comme ses symptômes persistaient, Lily s'est rendue à l'hôpital où ses reins ont été radiographiés. On a déterminé qu'elle souffrait d'urémie due à une insuffisance rénale. Ses médecins ont insisté pour qu'on lui enlève un rein et que l'autre soit également opéré. Lily a refusé, préférant conserver ses 2 reins malades plutôt que d'en avoir un seul. Le pronostic était sombre. Lily a une espérance de vie de 6 mois. Pire encore, Lily a découvert que le pilote américain n'avait pas pu amener Babs au Royaume-Uni. Cela a conduit à une confrontation sérieuse avec Scherer peu de temps avant son hospitalisation. Après que les demandes de Lily pour que les Britanniques tiennent leur promesse de la réunir avec Babs aient été refusées, Lily a décidé de se retirer de son accord de travailler pour les services de renseignement britanniques, même si Scherer l'a averti que ce refus signifierait qu'elle serait considérée comme une ennemie. Cela a marqué un point bas dans la relation entre Lily et ses agents de liaison. Miraculeusement, au début de janvier 1944, Lily a commencé à montrer des signes de rétablissement, ses reins semblant reprendre leur fonction. Confrontée à son sombre pronostic, elle savait qu'il lui restait peu de temps à vivre, et, malgré le différend au sujet de Babs, elle a décidé de continuer son travail de codage de messages pour les Britanniques. C'est alors que Lily a reçu une terrible nouvelle dans une lettre de sa sœur. Une partie de la lettre disait « Ma pauvre chérie. Je déteste la douleur que cela va te causer, mais il vaut mieux que tu le saches. Tu ne reverras plus Babs, il a été renversé. Babs vivait avec Mousse à Alger, et la mort de son chien fut un choc dévastateur pour Lily. Cependant, elle ne laisserait pas cette situation la détourner de la plus grande mission de sa vie. À l'approche du jour J, le rôle de Lily devenait de plus en plus urgent. Ces fausses informations devaient atteindre l'Abwehr plus vite que par courrier. Lily prévoyait donc de se rendre à Lisbonne pour récupérer un émetteur radio fourni par Kliman. Lily est arrivée à Lisbonne grâce à sa fonction à l'agence cinématographique du ministère britannique de l'Information. Lily passait ses journées à travailler à l'ambassade britannique pendant qu'elle attendait l'arrivée de Kliman. Il est arrivé 3 semaines plus tard avec un émetteur radio dans une valise. Kliman lui a appris à utiliser et fabriquer une clé Morse de fortune que Lily a vite maîtrisée. Ils ont convenu des horaires, fréquences et indicatifs radio. De retour dans sa chambre d'hôtel, Lily luttait contre son sentiment d'impuissance et d'isolement. Elle était venue en Grande-Bretagne de son plein gré, pleine d'admiration et de confiance, prête à se joindre aux Anglais dans leur heure de besoin. Sa seule demande était de garder sa chienne bien-aimée, Babs. Pourtant, il l'avait déçue et Babs avait fini tragiquement sous une voiture. De plus, les Britanniques exploitaient en Lily financièrement, lui versant une somme dérisoire au départ, puis en déduisant le loyer et d'autres dépenses. Lily choisit de dissimuler un détail aux Britanniques, pour le meilleur ou pour le pire. Elle avait convenu d'un code secret avec Clement qui, s'il était communiqué, lui indiquerait qu'elle avait été compromise et qu'elle transmettait sous la contrainte. Si elle donnait le signal, les Allemands sauraient ici qu'elle était compromise et tout son travail serait anéanti, risquant de compromettre l'opération Fortitude. Lily pensait peut-être ainsi retrouver un peu de pouvoir et de contrôle. Bien qu'elle en ait rêvé, Lily a noté dans son journal qu'elle n'avait jamais voulu utiliser son pouvoir secret. Sa décision de cacher ce code secret à ses contacts britanniques, malheureusement, allait ouvrir la voie à sa chute finale. Au fil du temps, alors que l'année 1944 avançait et que le jour J approchait à grands pas, Lily s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre avec son petit secret. Lily a tout avoué, confessant à Scherer qu'elle avait caché des informations qui auraient pu compromettre toute l'opération du jour J. Scherer et le comité Vingt ont pris cette révélation avec calme, continuant à faire confiance à Lily pour transmettre des informations jusqu'au débarquement du jour J, le 6 juin 1944. Dès le lendemain, Lily a été immédiatement renvoyée et on lui a donné 2 semaines pour quitter son logement et retourner à Paris. Des mois après la libération de Paris, le Military Intelligence 5 a continué à envoyer à Clement des messages prétendument signés « Lily ». Ironiquement, à ce stade, Clement avait été arrêté et envoyé en Angleterre pour y être interrogé. Lily, discréditée et partie avec une mauvaise réputation, n'a pas reçu la compensation ni les médailles des 4 autres espions du jour J. Au lieu de partir la queue entre les jambes, Lily a continué à se rendre utile. Formée comme officier de liaison, elle rentra en France fin juillet 1944.
Là, Lily a travaillé pour l'administration des Nations Unies pour le secours et la réhabilitation, s'occupant des réfugiés et des prisonniers de guerre libérés. Le lendemain de la libération de la France, le 25 août 1944, Lily est arrivée à Paris et a retrouvé ses parents. Leur joie s'est vite dissipée lorsqu'un ami annonça à Lily qu'il ne lui restait peut-être que 3 ou 4 ans à vivre. Malgré une insuffisance rénale, Lily resta active et fut envoyée à Verdun pour gérer un camp de déplacés. À son retour chez elle, Lily fut convoquée par les services de renseignement français pour un entretien. On lui demanda de signer une déclaration promettant qu'elle ne travaillerait plus jamais pour les nazis. Bien qu'elle ait signé le document, Lily en garda un goût amer. Devenue lieutenant, elle rencontra en Allemagne son supérieur, le major américain John Barton Collins, dont elle tomba amoureuse. Le couple s'est marié à l'église orthodoxe russe de Paris le 13 août 1945. Lily et son mari Bart ont déménagé dans le Michigan, aux États-Unis, où ils prévoyaient de construire ensemble la maison de leurs rêves. Cela s'est été rendu difficile par le fait que leurs finances étaient épuisées à cause des besoins de Lily en traitements médicaux continus et en multiples interventions chirurgicales. La famille Sergoyev a tragiquement perdu Mouze, la sœur de Lily, tuée par un petit délinquant. L'homme a été arrêté, jugé et condamné à la perpétuité. Lily a dû être hospitalisée car ses reins cessaient de fonctionner. Sa mère, Marisha, est venue à son chevet en mai 1950. Entourée de sa mère et de son mari, Lily s'est éteinte paisiblement le 17 mai, à seulement 38 ans. L'histoire de Lily n'est peut-être pas aussi glamour que celle d'autres espions du jour J, mais elle a indéniablement contribué à l'effort de guerre allié et à la libération de la France. Même si elle a pris quelques décisions irréfléchies en chemin, Lily avait le cœur sur la main et a vécu de façon altruiste. Considéré dans son ensemble, son héritage mérite bien plus que le mépris qu'on lui accorde habituellement. L'histoire de Lily a été en grande partie oubliée, mais tout comme son nom de code, c'est un trésor qui n'attend qu'à être redécouvert.